Imaginez une ville, mais pas sur la Terre. Pas au bord d'un fleuve, pas près d'une forêt, pas entre des montagnes bleues, ni sous un ciel où les nuages annoncent la pluie. Imaginez une ville posée sur une poussière rouge, sous un ciel pâle, avec des murs épais, des sas, des réservoirs, des serres, des combinaisons, et une règle très simple. Dehors, le monde ne pardonne presque rien. Et maintenant, imaginez qu'un jour, cette ville compte 1 million d'habitants, 1 million d'humains sur Mars. La phrase semble si grande qu'elle ressemble d'abord à un slogan ou à une scène de film. Pourtant, elle est devenue l'un des rêves les plus connus de l'exploration spatiale moderne. SpaceX parle d'une ville autosuffisante. La NASA prépare, étape après étape, des missions plus lointaines que l'orbite terrestre. Et dans notre imaginaire, Mars n'est plus seulement un point rouge dans le ciel. Elle est devenue une question. Pourquoi irions-nous là-bas ? Pourquoi quitter une planète où il y a de l'air, de l'eau liquide, des arbres, des mers, des odeurs, des saisons, des oiseaux, des villes, des nuits douces, pour aller vers un désert froid où il faut construire la vie avant même de pouvoir respirer ? Cette question a quelque chose de vertigineux, parce qu'elle ne parle pas seulement de fusée. Elle parle de peur, d'espoir, de curiosité, de survie, et peut-être aussi de cette part étrange de l'être humain qui regarde toujours au-delà de l'horizon, même quand l'horizon est dangereux. Mars nous attire depuis longtemps, mais elle ne nous promet rien. Elle ne nous ouvre pas les bras. Elle ne dit pas « Venez, je suis prête ». Elle reste là, rouge, silencieuse, froide, presque hostile. Et c'est justement cela qui rend l'histoire si troublante. Si 1 million d'humains vivent un jour sur Mars, ce ne sera pas seulement une réussite technique. Ce sera un changement dans la définition même de l'humanité. Nous ne serions plus seulement une espèce terrestre. Nous deviendrions une espèce qui a appris, très lentement, très difficilement, à faire durer une petite flamme de vie sur un autre monde. Mars est proche, mais seulement à l'échelle du système solaire. Dans une conversation ordinaire, 55 millions de kilomètres ne ressemblent pas à une proximité. C'est une distance presque impossible à ressentir. Pourtant, lorsque Mars et la Terre se trouvent du même côté du Soleil, c'est à peu près le genre de distance minimale qui fait de Mars une voisine accessible en comparaison des autres mondes. Mais cette distance change sans cesse. Les deux planètes tournent autour du Soleil à des vitesses différentes. Parfois, Mars est relativement proche. Parfois, elle est de l'autre côté du Soleil, très loin, comme si la porte s'était refermée pour un moment. C'est pour cela que les missions vers Mars ne partent pas n'importe quand. Elles attendent une fenêtre, une sorte de rendez-vous orbital, un moment où la mécanique céleste rend le voyage moins impossible. Mars attire parce qu'elle est assez proche pour être imaginée et assez lointaine pour rester presque mythique. Elle attire aussi parce qu'elle ressemble un peu à la Terre, mais juste assez pour nous troubler. Une journée martienne dure presque 24 heures et demie. La planète a des saisons, elle a des pôles, elle a des montagnes, des plaines, des canyons, des traces de lits anciens, des paysages qui, vus de loin, pourraient presque évoquer certains déserts terrestres. Mais ce presque est très important. Mars ressemble à la Terre comme une maison abandonnée ressemble à une maison habitée. On reconnaît une forme, on devine une histoire. Mais quand on s'approche, il manque l'essentiel. Il manque l'air respirable. Il manque la pression qui garde l'eau liquide à la surface. Il manque le champ magnétique global qui nous protège sur Terre d'une partie du vent solaire.
Il manque cette épaisseur invisible qui rend la vie quotidienne possible sans que nous y pensions. C'est peut-être pour cela que Mars est si puissante dans notre imagination. Elle est presque familière, mais pas assez. Elle nous montre une version dépouillée de la planète, un monde qui a peut-être eu de l'eau en abondance, peut-être des environnements plus doux, peut-être une histoire géologique plus humide, et puis quelque chose a changé. Regarder Mars, c'est regarder une question posée à la Terre. Qu'est-ce qui fait qu'une planète reste vivante? Le voyage vers Mars commence par une idée simple, mais difficile à accepter. L'espace n'est pas vide comme une route vide. Il est immense, silencieux, sans station-service, sans hôpital, sans refuge, sans retour rapide. Entre la Terre et Mars, il n'y a pas de paysage où s'arrêter. Il y a la trajectoire, le carburant, les systèmes de survie et le temps. Un voyage habité vers Mars durerait des mois. Selon les trajectoires, les fenêtres et les choix techniques, on parle souvent d'un trajet de plusieurs dizaines ou centaines de jours. Pendant tout ce temps, l'équipage ne serait pas simplement en déplacement. Il vivrait déjà dans une expérience extrême. Chaque litre d'eau compterait, chaque kilogramme de nourriture compterait, chaque filtre, chaque pompe, chaque câble, chaque ordinateur, chaque joint, chaque panneau aurait une importance disproportionnée. Sur Terre, beaucoup de problèmes se résolvent par proximité. Quelqu'un arrive, une pièce est livrée, un médecin examine, un technicien répare, une équipe remplace. Dans l'espace profond, la proximité disparaît. Même la communication devient lente. Un message radio met plusieurs minutes à voyager entre Mars et la Terre selon la distance du moment. On ne peut pas parler avec la Terre comme on appelle quelqu'un dans la pièce d'à côté. On pose une question, puis on attend. On envoie un message, puis le silence répond d'abord. Cette lenteur change tout. Elle oblige l'équipage à décider seul, à réparer seul, à supporter seul. Elle transforme la mission en île, mais une île qui se déplace dans le noir. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mars n'est pas seulement un objectif scientifique, c'est aussi un test psychologique. Comment un petit groupe humain reste-t-il stable quand la Terre devient un point lointain, quand le secours n'est pas rapide, quand chaque erreur peut durer longtemps? Le chiffre de 55 millions de kilomètres est donc plus qu'une distance. C'est un symbole. Il dit que Mars est proche dans les livres, proche sur les animations, proche dans les rêves. Mais pour le corps humain, pour le mental humain, pour l'organisation humaine, Mars est extrêmement loin. Et pourtant, nous continuons à préparer ce voyage. Peut-être parce que l'être humain n'a jamais mesuré l'horizon seulement avec ses pieds. Il l'a aussi mesuré avec ses questions. Sur les images, Mars peut être magnifique. Une lumière rouge, des plaines immenses, des montagnes gigantesques, des vallées qui semblent garder la mémoire de fleuves anciens, un ciel pâle, parfois couleur de poussière, parfois presque ocre, comme si la planète entière avait été recouverte par une vieille rouille cosmique. Mais cette beauté est dangereuse. L'atmosphère martienne est très fine. La pression à la surface est une petite fraction de celle que nous connaissons sur Terre. Pour un humain sans protection, ce n'est pas un air pauvre. C'est presque l'absence d'air. On ne peut pas respirer. L'eau liquide ne se comporte pas comme elle le fait ici. La chaleur s'échappe facilement. Les températures sont basses, souvent très basses. L'atmosphère est surtout composée de dioxyde de carbone. Ce détail est intéressant pour les ingénieurs, parce qu'il ouvre la porte à certaines idées,
Par exemple, produire de l'oxygène à partir du CO2. Mais pour un corps humain, cela reste un milieu mortel. Il y a aussi la poussière. La poussière martienne est fine, omniprésente, capable de couvrir des panneaux, d'entrer dans les joints, de salir les mécanismes, de transformer l'entretien en combat quotidien. Une colonie martienne ne serait pas seulement une ville. Ce serait une ville qui lutte sans cesse contre la poussière. Et puis il y a le rayonnement. Sur Terre, nous vivons sous une protection naturelle. L'atmosphère et le champ magnétique global réduisent fortement l'exposition aux particules énergétiques venues du Soleil et de l'espace. Sur Mars, cette protection est beaucoup plus faible. Vivre longtemps à la surface demanderait donc des habitats enterrés, blindés ou protégés par des couches de matériaux. Une maison sur Mars ne ressemblerait pas d'abord à une maison. Elle ressemblerait à un abri, à une machine de survie, à un système fermé où l'air, l'eau, la chaleur, les déchets, l'énergie et la nourriture doivent être pensés ensemble. Ce qui est facile sur Terre devient difficile sur Mars. Ouvrir une fenêtre, marcher dehors, sentir la pluie, planter un arbre, boire un verre d'eau sans penser à sa provenance, voir un horizon qui ne menace pas directement votre biologie. Mars nous rappelle une chose très simple. La Terre est une technologie naturelle incroyablement avancée que nous n'avons pas eu à construire. Le corps humain est un corps terrestre. Il a été façonné par une gravité précise, une atmosphère précise, une lumière précise, une alternance de jour et de nuit, des microbes, des saisons, des sons, des odeurs, des sols, des aliments, des relations sociales. Nous sommes beaucoup plus liés à la Terre que nous ne le ressentons au quotidien. Sur Mars, la gravité est environ 38% de celle de la Terre. Ce n'est pas la pesanteur, mais ce n'est pas non plus notre monde. Nous ne savons pas encore avec certitude ce qu'une vie entière dans cette gravité partielle ferait à un corps humain. Les muscles pourraient s'adapter. Les os aussi, peut être en perdant de la densité. Le système cardiovasculaire, l'équilibre, la reproduction, le développement d'un enfant, la santé mentale, tout cela poserait des questions énormes. Dans une station spatiale, les astronautes font beaucoup d'exercices pour réduire les effets de la microgravité. Sur Mars, il faudrait inventer une vie quotidienne où le corps reste assez fort, assez sain, assez stable pour travailler, réparer, cultiver, construire, dormir, recommencer. La santé mentale serait tout aussi importante. Imaginez vivre dans un habitat fermé pendant des mois ou des années et avec le même petit groupe. Dehors, rien n'est directement habitable. La Terre est trop loin pour être un refuge immédiat. Les messages arrivent avec retard. Les conflits ne peuvent pas être évités en changeant de ville. Le paysage est immense, mais l'espace de vie est restreint. Le sommeil lui-même pourrait devenir un enjeu. La lumière, le bruit des machines, l'absence de nature, la conscience du danger, la routine d'un milieu fermé, tout cela peut modifier la manière dont le corps se repose. On parle souvent de fusée quand on parle de Mars, mais une colonie martienne serait aussi une expérience de psychologie collective. Comment préserver la douceur dans un monde où tout est technique? Comment garder une culture, des histoires, des fêtes, de l'humour, de l'intimité, quand chaque bâtiment est aussi un équipement de survie? 1 million d'humains sur Mars ne serait donc pas seulement un problème de transport. Ce serait un problème de corps, de soins, de naissance, de vieillissement, de solitude et de sens. Mars nous intéresse aussi parce qu'elle garde des traces.
Des vallées, des deltas fossiles, des minéraux, des dépôts, des formes qui racontent que l'eau a joué un rôle important dans son passé. Aujourd'hui, l'eau liquide stable en surface est difficile, mais la glace existe. Des réserves d'eau sous forme de glace pourraient devenir essentielles pour l'exploration future. L'eau n'est pas seulement une boisson, c'est une matière première. Elle peut aider à produire de l'oxygène. Elle peut être liée à la production de carburant. Elle peut servir à l'agriculture, à la protection contre le rayonnement, au refroidissement, à la chimie de base d'une colonie. C'est pourquoi la question de l'eau martienne est si importante. Là où il y a de l'eau accessible, il y a peut-être une chance de rendre la présence humaine moins dépendante de la Terre. Mais il y a une autre question, plus ancienne et plus silencieuse. Mars a-t-elle abrité la vie? Pas des monstres, pas des villes cachées, pas des créatures dans les canyons, mais peut-être, très loin dans le passé, des microbes, des formes simples, des chimies fragiles, des traces qui diraient que la vie n'est pas apparue seulement ici. Si nous trouvions un jour une trace convaincante de vie passée sur Mars, même minuscule, cela changerait notre solitude cosmique. Cela signifierait que la vie peut apparaître au moins 2 fois dans un même système solaire. Et si elle peut apparaître 2 fois, alors l'univers entier deviendrait un peu différent dans notre esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles les missions martiennes sont si prudentes. Il ne s'agit pas seulement d'aller vite, il faut éviter de contaminer les sites, comprendre ce que l'on mesure, distinguer une vraie signature biologique d'une illusion chimique. Mars n'est donc pas seulement une destination pour humains pressés de construire une ville. C'est aussi une archive, une planète qui pourrait garder, sous la poussière, une réponse à l'une des plus anciennes questions. Sommes-nous seuls? Et cette réponse, si elle existe, ne crie pas. Elle attend dans la roche, dans la glace, dans les couches anciennes, sous une lumière rouge et froide. Une ville sur Mars ne commencerait pas par des rues. Elle commencerait par des cargaisons, des robots, des réservoirs, des panneaux solaires, des réacteurs peut-être, des habitats gonflables ou rigides, des foreuses, des unités de production d'oxygène, des systèmes de recyclage, des serres, des pièces de rechange, beaucoup de pièces de rechange. Avant le premier quartier, il faudrait construire la possibilité de survivre une nuit, puis une saison, puis une année, puis plusieurs années. C'est là que le rêve du million d'habitants devient presque inimaginable. 1 million de personnes, ce n'est pas seulement 1 million de billets. Ce sont des millions de repas, des millions de litres d'eau recyclée, des tonnes de déchets à traiter, des systèmes médicaux, des écoles, des règles, des réparations, des conflits, des naissances, des morts, des métiers, une culture entière. Sur Terre, une ville s'appuie sur une biosphère. Sur Mars, il faudrait créer une partie de cette biosphère à l'intérieur de machines. Chaque serre serait précieuse. Chaque graine aurait une valeur particulière. Chaque algue, chaque bactérie utile, chaque culture hydroponique deviendrait un élément de civilisation. Il faudrait aussi produire sur place. On parle souvent d'utilisation des ressources locales. C'est une idée centrale. Si tout doit venir de la Terre, Mars reste un avant-poste fragile. Si une partie de l'eau, de l'oxygène, du carburant et des matériaux peut être produite sur Mars, alors quelque chose de plus durable devient imaginable. Mais durable ne veut pas dire facile. Une ville autosuffisante demanderait une complexité énorme. Elle devrait résister aux pannes, aux retards de ravitaillement, aux tempêtes de poussière, aux erreurs humaines, à l'usure. Elle devrait apprendre à réparer presque tout,
Parce qu'un colis urgent depuis la Terre n'est pas urgent au sens terrestre du mot. Et surtout, elle devrait donner envie de rester. Survivre n'est pas vivre. Une vie humaine ne se limite pas à garder des corps en état de fonctionnement. Elle doit permettre de dormir, d'aimer, de rire, d'apprendre, de transmettre, de se sentir quelque part, même quand ce quelque part est une planète froide sous un ciel rose. Dans les images spectaculaires, la conquête de Mars commence souvent par une fusée. La flamme, le bruit, la montée verticale, le nuage blanc, la puissance, c'est la partie visible du rêve. Elle est nécessaire, évidemment. Sans lanceur puissant, réutilisable, moins coûteux, aucune présence massive sur Mars ne devient crédible. Mais la fusée n'est que le début du problème. Il faut placer du matériel en orbite, transférer des charges, protéger les passagers, gérer le carburant, atterrir sur Mars, ce qui est particulièrement difficile parce que l'atmosphère est assez présente pour chauffer et perturber, mais trop fine pour freiner facilement comme sur Terre. On appelle parfois Mars le cimetière des sondes parce que beaucoup de missions historiques ont échoué. Atterrir là-bas demande une précision extrême. Pour une petite sonde, c'est déjà compliqué. Pour de grandes cargaisons destinées à construire une ville, la difficulté change d'échelle. Il faut aussi penser au retour. Si des humains vont sur Mars, peuvent-ils revenir? Avec quel carburant? Produit tout? Stocker comment? Vérifier comment? L'une des idées fortes consiste à produire du méthane et de l'oxygène à partir de ressources martiennes, notamment du dioxyde de carbone de l'atmosphère et de l'eau si elle est accessible. C'est élégant sur le papier. Mais dans la réalité, cela demande des machines robustes, longues à tester, capables de fonctionner dans le froid, la poussière et l'isolement. La logistique martienne ressemble à une chaîne où chaque maillon dépend du précédent. Sans énergie, pas de production. Sans production, pas de carburant. Sans carburant, pas de retour. Sans retour fiable, la mission change de nature. Sans pièces de rechange, la base devient vulnérable. Sans redondance, une panne devient une crise. Quand on parle d'1 million d'habitants, on parle donc d'une quantité presque folle de lancements, de cargaisons, de systèmes et d'années de préparation. Le rêve martien n'est pas seulement un rêve de vitesse, c'est un rêve de répétition. Lancer encore, corriger encore, apprendre encore, réduire les coûts encore, faire de l'extraordinaire quelque chose d'assez régulier pour porter une civilisation. Il y a une idée étrange dans le rêve de Mars. Plus on l'étudie, plus la Terre paraît précieuse. Au début, Mars peut sembler être une échappatoire, une planète de secours, un plan B, une destination pour ne pas rester enfermé dans un seul monde. Mais quand on regarde vraiment les conditions martiennes, on comprend vite que la Terre n'est pas une simple adresse. C'est un miracle de stabilité relative. Ici, l'air est déjà mélangé pour nous. L'eau circule, les sols portent des forêts, les océans stockent de la chaleur, les nuages déplacent l'humidité. Les microbes travaillent partout. La gravité est celle à laquelle nos os et notre sang sont habitués. La biosphère fait silencieusement un travail que toutes nos machines auraient du mal à imiter. Mars ne remplace pas la Terre. Mars révèle la Terre. Elle nous montre ce que coûterait chaque chose si la nature ne nous l'offrait pas. L'air deviendrait une infrastructure. L'eau deviendrait un circuit fermé. La nourriture deviendrait une production contrôlée. Le dehors deviendrait un danger. Le ciel deviendrait un rappel de distance.
C'est peut-être l'un des paradoxes les plus profonds de l'exploration spatiale. Aller loin peut nous apprendre à regarder près. Les images de la Terre depuis l'espace ont déjà changé notre manière de la voir. Une planète bleue, fine, fragile, seule dans le noir. Mars pourrait renforcer encore cette impression, mais par contraste. Elle dirait « Regardez ce que signifie un monde sans océan libre, sans forêt, sans air respirable. Alors, pourquoi aller sur Mars? Peut-être pas pour abandonner la Terre, peut-être pour comprendre de manière très concrète que la Terre est irremplaçable. Un habitat martien réussi serait une leçon d'écologie extrême. Tout y serait recyclé, mesuré, économisé, réparé. Rien ne pourrait être gaspillé longtemps. Chaque erreur de système aurait un coût immédiat. Si cette intelligence du fermé revient un jour vers la Terre, elle pourrait nous aider à mieux penser nos propres villes, nos propres ressources, notre propre atmosphère. Mars serait alors moins un refuge qu'un miroir sévère. Il faut maintenant poser la question plus directement. Vouloir installer des humains sur Mars, est-ce raisonnable? Il y a plusieurs réponses possibles, et elles ne s'annulent pas complètement. La première dit que c'est une folie, que nous avons déjà une planète magnifique, mais que nous l'abîmons, que l'argent, l'énergie, l'intelligence et les talents nécessaires pour Mars seraient plus utiles ici. Que rêver d'une autre planète peut devenir une manière dangereuse d'éviter nos responsabilités terrestres. Cette critique est importante. Si Mars devient une excuse pour négliger la Terre, alors le rêve est mal orienté. Aucune ville sous dôme ne remplacera les océans, les forêts, les sols vivants, la diversité du monde terrestre. La deuxième réponse dit que Mars est une assurance très lointaine, une manière de réduire le risque qu'un seul événement, naturel ou provoqué, puisse menacer toute la civilisation humaine. Une espèce présente sur 2 mondes serait moins vulnérable qu'une espèce présente sur un seul. Cette idée est puissante, mais elle est souvent simplifiée. Une colonie fragile dépendante de la Terre ne rend pas immédiatement l'humanité multiplanétaire au sens fort. Pour devenir une vraie assurance, Mars devrait être capable de tenir longtemps sans secours terrestre. C'est là que le mot autosuffisant devient énorme. La troisième réponse est plus intime. Elle dit que l'exploration fait partie de nous. Que nous cherchons, non parce que tout est utile immédiatement, mais parce que comprendre est une manière d'être humain. Les océans, les pôles, les montagnes, le ciel, les particules, les microbes, les galaxies, nous allons vers l'inconnu parce que l'inconnu nous transforme. Peut-être que le rêve martien contient ces 3 choses à la fois. Un danger de fuite, une stratégie de survie à très long terme, et une curiosité ancienne, presque enfantine, qui demande « Qu'y a-t-il là-bas ?» La question n'est donc pas seulement de savoir si nous pouvons aller sur Mars. C'est de savoir quel genre de civilisation nous deviendrions en essayant. Mars ne demande pas seulement des fusées. Elle demande de la patience. Elle demande des systèmes qui ne se contentent pas de réussir une fois, mais qui continuent de fonctionner quand personne ne regarde. Quand la poussière revient, quand une pièce vieillit, quand une serre produit moins, quand un filtre se bouche, quand un équipage est fatigué. Mars demande aussi de l'humilité, parce que chaque fois que nous disons « nous allons construire un monde », la planète répond silencieusement « commencez par comprendre ce qu'un monde exige ». Un monde exige de l'air, de l'eau, de la chaleur, de l'énergie, des cycles, de la diversité, du temps. Il exige une stabilité que nous ne remarquons pas toujours. Il exige des marges d'erreur, des réparations, des mémoires, des transmissions. Une ville martienne devrait inventer tout cela presque à partir de zéro. C'est pour cela que l'image du million d'humains est si forte.
Elle oblige à dépasser la première fusée, le premier drapeau, le premier pas. Elle demande « et après ?» Après le premier habitat qui nettoie les filtres, après la première récolte qui sélectionne les graines, après le premier enfant, quel monde lui donne-t-on? Après la première génération, que devient le lien avec la Terre? Ces questions ne sont pas moins importantes que les moteurs. Elles sont peut-être même plus difficiles parce qu'elles concernent la durée. L'espace aime les exploits. La civilisation demande de la maintenance. Et Mars, si elle devient un jour un lieu humain, sera probablement moins une conquête qu'une longue maintenance de la vie. Quand on parle de Mars, un mot revient parfois, terraformation. L'idée est simple dans sa forme, presque magique. Modifier une planète entière pour la rendre plus proche de la Terre. Épaissir son atmosphère. Réchauffer son climat. Faire circuler de l'eau liquide. Peut-être, un jour très lointain, permettre à des plantes de pousser à ciel ouvert. Mais plus on regarde cette idée de près, plus elle devient immense. Transformer Mars ne serait pas comme construire une ville, ce serait modifier une planète. Il faudrait une quantité d'énergie gigantesque, des matériaux, des siècles, peut-être des millénaires, et une compréhension très fine de systèmes que nous ne maîtrisons déjà pas parfaitement sur Terre. Il faudrait aussi se demander si nous avons le droit de... Si Mars contient des traces de vie ancienne, ou même des milieux où une vie très simple pourrait encore subsister, transformer la planète deviendrait un acte éthique majeur. Nous ne serions pas seulement des explorateurs. Nous deviendrions des acteurs capables d'effacer ou de déplacer une histoire naturelle qui ne nous appartient pas entièrement. C'est pourquoi, pour un avenir prévisible, la vie humaine sur Mars ne signifierait probablement pas une planète transformée, mais des bulles de vie, des habitats, des tunnels, des serres, des volumes pressurisés, des îlots de chaleur dans un désert froid. C'est moins spectaculaire que l'image d'un Mars bleu et vert, mais c'est beaucoup plus proche des vrais défis. Et cette idée est importante pour le sommeil de notre imagination, car elle nous empêche de croire que Mars deviendra rapidement une deuxième Terre. Elle nous invite plutôt à comprendre la lenteur, à accepter que certains rêves ne se mesurent pas en années, mais en générations. Peut-être que le premier grand changement ne sera pas de transformer Mars. Peut-être que ce sera de transformer nos attentes. Apprendre à penser plus lentement. Apprendre à respecter un monde avant de vouloir le modifier. Apprendre que la grandeur d'une civilisation ne se voit pas seulement dans sa capacité à conquérir, mais dans sa capacité à ne pas se mentir sur ce qu'elle ne sait pas encore. Une autre question se cache derrière le rêve martien. Si une ville sur Mars existe un jour, qui aura le droit d'y aller? Les meilleurs ingénieurs? Les plus riches? Les plus jeunes? Les plus résistants? Les plus utiles? Les plus courageux? Ceux qui n'ont plus rien à perdre? Ceux qui acceptent de devenir les premiers habitants d'un monde où tout reste à inventer? Une colonie martienne ne serait pas seulement un projet scientifique, ce serait aussi une société. Et une société doit décider. Elle doit choisir ses règles, ses responsabilités, ses limites. Elle doit dire comment on travaille, comment on possède, comment on partage l'air, l'eau, l'énergie, l'espace, les risques. Sur Terre, nous avons souvent l'illusion que les ressources sont séparées de la morale. Sur Mars, cette illusion disparaît très vite. Si l'air est produit par des machines, alors l'air devient politique. Si l'eau est recyclée dans un système fermé, alors l'eau devient une affaire collective immédiate. Si l'énergie manque, chaque décision de consommation devient visible. La question martienne nous ramène donc à des questions très anciennes.
qu'est-ce qu'une communauté juste? Qui prend les risques? Qui reçoit les bénéfices? Qui décide pour ceux qui naîtront peut-être là-bas, dans un monde qu'ils n'auront pas choisi? Il y a quelque chose de troublant dans l'idée d'un enfant né sur Mars. Pour lui, la Terre ne serait pas simplement la maison. Elle serait une planète lointaine, peut-être impossible à visiter facilement, peut-être même trop lourde pour son corps habitué à une autre gravité. Alors la colonisation n'est plus seulement un voyage, elle devient une filiation. Elle fabrique des êtres humains qui pourraient appartenir à deux mondes de manière inégale. C'est une pensée immense, et il faut la tenir doucement. Pas pour arrêter toute exploration, mais pour se rappeler que l'avenir n'est jamais seulement technique. Il est fait de vie concrète. Derrière chaque grande carte du système solaire, il y a des corps qui respirent, des enfants qui grandissent, des familles qui se séparent, des souvenirs qui changent de planète. La question revient, encore et encore. Si la Terre est si précieuse, pourquoi partir? La réponse la plus simple serait de dire « parce que nous le pouvons ». Mais ce n'est pas suffisant. Pouvoir faire une chose ne dit pas encore pourquoi elle mérite d'être faite. Une réponse plus profonde serait « parce que partir peut nous apprendre à rester ». Lorsque nous imaginons Mars, nous sommes forcés de compter ce que nous ne comptons pas toujours ici. L'air, l'eau, le sol, la chaleur, la coopération, la fragilité, la patience. Tous ces éléments deviennent visibles parce qu'ils manquent. Mars est un désert qui révèle l'abondance de la Terre. Elle nous apprend que notre planète n'est pas un simple décor remplaçable. Elle est une alliance de phénomènes physiques, chimiques, biologiques et historiques. Elle est un système vivant au sens large, fragile et robuste à la fois, capable de soutenir nos vies précisément parce qu'il ne dépend pas d'un seul bouton, d'une seule pompe, d'un seul réservoir. Sur Mars, tout aurait un interrupteur. Tout aurait une limite visible. Tout aurait un coût immédiat. Peut-être que cette expérience mentale suffit déjà à changer notre regard. Quand nous disons « il faudrait recycler presque toute l'eau sur Mars », nous pouvons entendre une autre phrase. Pourquoi gaspillons-nous autant d'eau ici? Quand nous disons « il faudrait protéger chaque habitat de la chaleur et du froid », nous pouvons entendre « pourquoi construisons-nous parfois contre notre propre climat ?» Quand nous disons « il faudrait penser à 100 ans pour une base martienne », nous pouvons entendre « pourquoi pensons-nous souvent à si court terme sur la Terre ?» Mars n'est donc pas seulement une destination, c'est une discipline de pensée. Elle oblige notre imagination à devenir plus responsable. Et c'est peut-être pour cela que même si nous n'y vivons jamais par millions, Mars aura déjà changé quelque chose en nous. Elle nous aura appris à regarder la Terre non comme une évidence, mais comme une chance. Il reste un dernier mot à examiner. Possible. Quand quelqu'un demande si 1 million d'humains sur Mars est possible, il ne demande pas seulement si les lois de la physique l'autorisent. Il demande si une société peut payer le prix, garder l'attention, accepter les risques, transmettre le projet assez longtemps et ne pas se perdre en route. Beaucoup de choses sont possibles en théorie. Mais entre la théorie et l'histoire, il y a la fatigue humaine. Il y a les budgets qui changent, les priorités politiques, les accidents, les générations qui héritent de rêves lancés avant elles. Il y a les moments où l'enthousiasme baisse, où une mission échoue, où une promesse paraît trop grande. C'est pour cela que Mars teste notre continuité. Une fusée peut être rapide, une civilisation, elle, doit être constante. Si le rêve martien devient réel, ce sera probablement parce que des milliers de personnes, pendant des décennies, auront accepté de travailler sur des choses peu spectaculaires. Un meilleur joint,
une meilleure batterie, une meilleure serre, une meilleure procédure médicale, une meilleure manière de recycler l'eau, une meilleure façon de vivre ensemble loin de la Terre. Le possible n'est pas un interrupteur, c'est une accumulation. Et c'est peut-être ce qui rend Mars si fascinante. Elle ne nous demande pas seulement de rêver grand, elle nous demande de durer. Il est tard maintenant. Imaginons simplement Mars dans le ciel. Un point rouge, petit, calme, presque immobile pour nos yeux. Là-bas, il n'y a pas encore de ville humaine. Il n'y a pas de rues pleines, pas de marché, pas de jardin sous une pluie légère, pas de fenêtres ouvertes sur l'air du soir. Il y a une planète froide, ancienne, silencieuse. Et pourtant, elle nous parle. Elle nous dit que l'avenir n'est pas seulement une ligne droite sur la Terre. Il peut devenir une question posée au système solaire. Elle nous dit que notre intelligence technique est grande, mais que la vie est plus grande encore. Elle nous dit que partir n'a de sens que si nous comprenons enfin ce que nous emportons avec nous. Si des humains vivent un jour sur Mars, ils emporteront des machines, bien sûr, des habitats, des outils, des graines, des codes, des protocoles, des souvenirs. Mais ils emporteront aussi une image de la Terre, le bleu des océans, le vert des feuilles, le bruit de la pluie, la sensation du vent sur la peau, la liberté absurde de marcher dehors sans combinaison. Peut-être que, depuis Mars, la Terre deviendra encore plus belle. Non pas parce qu'elle sera lointaine, mais parce que sa fragilité sera enfin évidente. Alors la question du début change doucement. 1 million d'humains sur Mars, est-ce possible? Peut-être. Un jour. Très difficilement. Avec des risques immenses, des coûts énormes, des décennies de travail et beaucoup d'inconnus. Mais une autre question reste plus proche de nous. Pourquoi voulons-nous y aller? Peut-être parce que Mars est l'endroit où l'humanité regarde son propre reflet dans un miroir rouge. Un reflet qui dit « Vous êtes curieux, vous êtes fragile, vous êtes capable de construire, et vous vivez déjà sur un monde précieux. Ce soir, Mars reste loin, la Terre reste sous nous, et entre les deux, dans la longue nuit du système solaire, une petite idée continue de voyager. Peut-être que nous ne cherchons pas seulement une autre planète. Peut-être que nous cherchons à comprendre ce que signifie habiter un monde. Comme une lumière rouge dans le ciel. Comme une question qui ne dort pas. Comme un voyage très long, commencé bien avant le départ. Il y a enfin une raison plus discrète pour laquelle Mars revient toujours dans nos histoires. Mars est assez proche pour que nous puissions échouer concrètement. Cela peut sembler étrange, mais c'est important. Un rêve trop lointain reste une poésie. Un rêve qui peut échouer devient un projet. Nous pouvons envoyer des robots sur Mars. Nous pouvons mesurer son atmosphère. Nous pouvons rouler sur son sol, forer des roches, écouter le vent, photographier des dunes, analyser des molécules. Mars n'est pas seulement une lumière inaccessible. Elle répond déjà, lentement, instrument après instrument. Chaque mission réussie rend le rêve un peu plus sérieux. Chaque échec rappelle que le sérieux ne suffit pas. Entre les deux, l'humanité apprend une grammaire nouvelle, celle des mondes inhabités. Et cette grammaire est faite de détails. La forme d'une roue, la taille d'un parachute, la poussière sur un panneau, la température d'une batterie, la manière dont un logiciel réagit quand une commande arrive avec du retard, le poids exact d'un câble, l'endroit précis où poser une sonde. C'est peut-être cela,
le vrai début de la vie multiplanétaire. Non pas une grande déclaration, mais une accumulation de détails qui cessent peu à peu d'être impossibles. 1 million d'humains, vu de loin, est un chiffre presque absurde. Mais un filtre qui fonctionne plus longtemps, une serre plus stable, un moteur plus réutilisable, un habitat mieux protégé, une mission robotique plus précise, tout cela appartient à la même histoire. Les grandes migrations commencent parfois par des gestes minuscules. Sur Mars, chaque geste devra être mérité.